Il y a un moment où le mot « non » reste coincé dans votre gorge. Ce n'est pas un mot compliqué, 3 lettres, mais il pèse le poids d'une trahison. Vous le préparez, vous le répétez mentalement, vous construisez des phrases pour l'adoucir, pour l'envelopper de justifications si épaisses que personne ne pourrait s'y blesser. Et pourtant, au moment de le dire, ou juste après l'avoir dit, une vague glaciale monte de votre estomac. Ce n'est pas de la colère, pas de la tristesse, c'est de la culpabilité. Une culpabilité si pure, si intense, qu'elle a le goût du crime. Vous avez déçu, vous avez refusé, vous avez été égoïste. Et dans le silence qui suit votre refus, un tribunal entier se met en place dans votre tête, et vous êtes à la fois l'accusé, le procureur et le juge. Le verdict tombe, implacable. Vous êtes une mauvaise personne. Cette sensation, cette vague de culpabilité disproportionnée face à un acte de préservation simple, n'est pas un hasard. C'est pas juste une sensibilité excessive. Dans certaines dynamiques relationnelles, et tout particulièrement dans les dynamiques narcissiques, la culpabilité n'est pas un simple sentiment. C'est un canal. C'est une porte d'accès. C'est la voie royale par laquelle un système extérieur s'assure de garder une prise sur votre monde intérieur. Ce n'est pas quelque chose que l'autre personne crée activement à chaque fois en vous accusant. C'est plus subtil. Le système s'appuie sur une structure déjà présente en vous, une faille, une blessure ancienne qui vous a appris que l'amour et la sécurité dépendent de votre capacité à ne jamais décevoir, à ne jamais être un fardeau, à ne jamais dire non. Ce dont nous allons parler, ce n'est pas seulement de la manipulation par la culpabilité. C'est quelque chose de plus profond. Nous allons regarder comment cette culpabilité sert de point de rencontre avec votre propre ombre. Cette partie de vous que vous avez reniée pour devenir une personne bonne, compréhensive et généreuse. La dynamique narcissique, avec son besoin insatiable de contrôle et de validation, devient un miroir grossissant impitoyable de cette partie de vous qui est terrifiée à l'idée d'être égoïste, méchante ou simplement indifférente. Et comprendre ce mécanisme, ce n'est pas trouver un moyen de ne plus jamais ressentir de culpabilité. C'est apprendre à fermer la porte d'accès. C'est apprendre à rencontrer votre ombre sans vous effondrer, et à réaliser que votre valeur ne dépend pas de votre disponibilité illimitée. Imaginez la scène. Vous recevez un message. Le ton est familier. Une demande, implicite ou explicite, qui exige votre temps, votre énergie émotionnelle, votre attention. Vous savez, avant même de répondre, que vous n'avez pas les ressources. Vous êtes épuisé. Vous avez votre propre vie à gérer. Une petite voix en vous, nouvelle et encore fragile, murmure « Tu as le droit de dire non ». Alors vous le faites. Peut-être avec une phrase comme « Je suis désolé, je ne peux pas en ce moment ». Puis vous attendez. Et la réponse arrive. Ce n'est pas une explosion de colère, c'est pire. C'est un simple « d'accord » suivi d'un point. Ou un « pas de souci, je vais me débrouiller ». Ou plus dévastateur encore, un silence. Et c'est là que tout commence. Votre système nerveux ne lit pas « d'accord », il lit « je suis déçu ». Il ne lit pas « je vais me débrouiller », il lit « tu m'abandonnes ». Le silence n'est pas un silence, c'est un verdict. Votre corps se contracte, une boule se forme dans votre poitrine. Votre respiration devient courte. Vous n'êtes plus un adulte qui a posé une limite saine. Vous êtes un enfant qui vient de commettre une faute terrible et qui attend la punition. La punition, c'est le retrait de l'affection, de la validation, de la connexion. La culpabilité qui vous submerge n'est pas une réponse logique à la situation. C'est une réaction de survie archaïque. C'est un programme qui s'active, un programme qui dit « Alerte, la connexion est menacée, répare, répare maintenant ». Et comment réparer ? En annulant le non, en envoyant un deuxième message. En fait, dis-moi ce dont tu as besoin, je vais voir ce que je peux faire. En vous justifiant à l'excès. Je suis vraiment désolé,
C'est juste que j'ai eu une semaine terrible, mais normalement, j'aurais adoré t'aider. Ne pense pas que je ne tiens pas à toi. Vous vous mettez à expliquer, à surexpliquer, non pas pour l'autre, mais pour calmer l'incendie de la culpabilité à l'intérieur de vous. Dans une dynamique saine, si vous posez une limite, l'autre personne peut être déçue, mais elle respecte votre besoin. La déception est une émotion saine. Dans une dynamique narcissique, votre limite est perçue non pas comme un besoin, mais comme une agression, une privation, un acte de cruauté. Et la réaction de l'autre, qu'elle soit active, reproche, chantage émotionnel, ou passive, silence boudeur, victimisation, est conçue, consciemment ou non, pour déclencher ce programme de culpabilité en vous. Pourquoi ? Parce que ça marche. Parce que c'est le moyen le plus efficace de vous faire revenir dans le rang, de vous faire réouvrir la porte que vous veniez à peine de fermer. La culpabilité est la télécommande de votre comportement. Ce mécanisme est d'autant plus puissant qu'il ne repose pas uniquement sur la méchanceté de l'autre. Il repose sur votre propre histoire. Si dans votre enfance, vous avez appris que pour être aimé, vous deviez être un enfant facile, serviable, qui ne dérange jamais, qui anticipe les besoins des adultes et qui met ses propres besoins de côté, alors vous avez développé une persona, un masque social, de personne bonne et aidante. C'est devenu votre identité. Je suis quelqu'un de gentil. Je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Mais, selon la psychologie jungienne, tout ce que nous choisissons d'être consciemment relègue son opposé dans l'inconscient, dans ce que Carl Jung appelait l'ombre. Si votre persona est celle de la bonté infinie, de la disponibilité et du sacrifice, alors votre ombre contient tout ce qui a été jugé inacceptable. L'égoïsme, la colère, le droit de dire « ça ne m'intéresse pas », la capacité à décevoir sans s'effondrer, le pouvoir de mettre ses propres besoins en premier. Vous n'êtes pas conscient de cette ombre. Au contraire, vous la fuyez. L'idée même d'être perçu comme égoïste ou méchant vous terrifie, car cela menace toute votre identité construite. Et c'est précisément là que la dynamique narcissique plante son drapeau. L'autre personne n'a pas besoin de vous traiter de monstre. Il lui suffit de faire un geste, de dire un mot, ou de se taire d'une certaine manière, pour que vous projetiez votre propre ombre sur vous-même. C'est vous qui vous accusez. C'est votre propre peur de votre ombre qui vous fait souffrir. La culpabilité est le symptôme de cette peur panique de coïncider, ne serait-ce qu'un instant, avec cette partie de vous que vous avez jugée monstrueuse. Ainsi, lorsque vous dites non et que l'autre se montre déçu, vous ne réagissez pas à sa déception. Vous réagissez à la voix de votre ombre qui murmure « Tu vois, tu es égoïste. Tu es exactement comme eux. Tu ne vaux rien si tu n'es pas utile. » La culpabilité devient le gardien de votre ancienne prison. Elle vous assure que vous resterez la bonne personne, même si le prix à payer est votre propre énergie, votre propre santé, votre propre vie. Le travail de libération ne consiste donc pas à blâmer l'autre pour sa manipulation. Bien sûr, la manipulation est réelle et toxique. Mais le véritable pouvoir vous revient lorsque vous cessez de fuir votre ombre et que vous vous retournez pour lui faire face. Lorsque vous commencez à vous demander « Et si j'avais le droit ? Et si j'avais le droit d'être égoïste parfois ? Et si j'avais le droit de décevoir ? Est-ce que cela ferait de moi une personne fondamentalement mauvaise ou simplement une personne complète ? » Cette rencontre avec l'ombre est terrifiante, car elle remet en question le pacte fondamental que vous avez passé avec la vie pour vous sentir en sécurité. Mais c'est aussi le seul chemin vers une véritable intégrité. Tant que vous aurez peur de votre propre ombre, n'importe qui pourra l'utiliser comme une arme contre vous. Le jour où vous acceptez que la colère, l'égoïsme ou le besoin de repos font partie de l'expérience humaine et non d'une pathologie morale, la culpabilité perd son pouvoir paralysant. Elle peut encore venir vous visiter, comme une vieille habitude, mais elle ne sera plus la propriétaire des lieux. Elle ne sera plus la clé qui ouvre la porte de votre âme à n'importe qui. Pensez à ce dîner de famille, le week-end dernier, ou le mois dernier.
Le genre de réunion où les tensions sont si palpables qu'on pourrait les couper au couteau. Vous êtes arrivé avec une résolution. Cette fois, vous ne rentrez pas dans le jeu. Vous ne jouerez pas le rôle de l'arbitre, du confident, du psychologue de service. Vous allez simplement être là, manger, et parler de la météo s'il le faut. Le début se passe bien. Vous évitez les sujets qui fâchent. Vous répondez par des phrases courtes et neutres aux pics habituels. Et puis, le moment arrive. Un membre de la famille, celui qui a l'habitude de transformer chaque conversation en une session de plainte sur sa vie, se tourne vers vous. Il commence son monologue. Les mêmes histoires, les mêmes injustices, la même impuissance auto-entretenue. D'habitude, vous hochiez la tête, vous posiez des questions, vous offriez des solutions qu'il n'allait jamais appliquer. Vous étiez son public captif, sa validation. Mais cette fois, vous ne le faites pas. Après quelques minutes, vous dites simplement « Je comprends que ce soit difficile ». Puis vous vous tournez vers votre voisin pour lui demander comment s'est passé son voyage. Un silence tombe sur une partie de la table. Ce n'est pas un silence hostile, c'est un silence de confusion. Le programme a été interrompu. L'acteur principal a perdu sa réplique. La personne qui se plaignait s'arrête net, un peu décontenancée. Personne ne vous crie dessus. Personne ne vous accuse de quoi que ce soit. Mais dans l'air, quelque chose a changé. Et vous le sentez dans chaque fibre de votre être. La culpabilité ne monte pas immédiatement. D'abord, c'est de l'anxiété pure. Votre cœur bat plus vite. Vous avez l'impression que tous les regards sont braqués sur vous, même si ce n'est pas le cas. Vous avez l'impression d'avoir commis un crime social terrible. Vous avez brisé une règle tacite du système familial. Vous êtes censé absorber, écouter, réparer. Pendant le reste du repas, vous êtes tendu. Chaque silence vous semble être une accusation. Chaque rire auquel vous n'êtes pas mêlé vous semble être une preuve de votre exclusion. La nourriture n'a plus de goût. Vous vous repassez la scène en boucle. J'ai été trop froid. J'aurais dû écouter encore 5 minutes. C'est cruel de faire ça. Il souffre vraiment, et moi, j'ai pensé à mon propre confort. Quel genre de personne suis-je ? Sur le chemin du retour, dans la voiture, la culpabilité déferle. Elle est écrasante. Vous vous sentez comme la pire personne sur Terre. Froid, insensible, égoïste. Tous les maux de votre ombre vous sautent au visage. Votre partenaire, s'il est avec vous, peut vous dire « Tu as bien fait, tu as le droit de te protéger ». Mais ça ne rentre pas. La logique n'a aucune prise sur ce que votre système nerveux est en train de vivre. Votre corps est en état d'alerte, convaincu que vous venez de saboter une relation vitale et que vous allez être puni, rejeté, abandonné. Vous passez la nuit à mal dormir, vous rêvez de conflits, de gens qui vous tournent le dos. Le lendemain matin, votre premier réflexe est de prendre votre téléphone pour envoyer un message d'excuse, pour dire « J'étais fatigué hier, je suis désolé si j'ai semblé distant, j'espère que ça va ». Vous êtes sur le point de le faire, vos doigts sont sur le clavier. C'est une compulsion, un besoin physique de soulager la tension insupportable de la culpabilité. Et c'est là, dans cette pause avant d'appuyer sur « Envoyer », que le vrai travail se passe. C'est là que vous avez le choix. Soit vous cédez, vous réparez le système, vous réaffirmez votre rôle de pansement émotionnel et vous obtenez un soulagement temporaire au prix de votre intégrité, soit vous résistez. Vous posez le téléphone, vous respirez dans la boule de culpabilité dans votre poitrine. Vous la laissez être là, sans la juger, sans la nourrir, sans agir dessus. Vous acceptez de vous sentir mauvais pendant 1 heure, une journée, le temps qu'il faudra pour que votre système nerveux comprenne que le rejet n'est pas imminent, que la catastrophe n'a pas eu lieu. Vous n'êtes pas mort. Vous avez juste déçu quelqu'un qui était habitué à votre disponibilité infinie. Cet épisode, ce simple dîner, est une rencontre avec l'ombre en temps réel. Le monstre de l'égoïsme que vous avez fui toute votre vie est apparu, et le monde ne s'est pas effondré. En choisissant de ne pas réparer immédiatement,
vous commencez à démanteler l'association automatique entre poser une limite et être une mauvaise personne. Vous enseignez à votre corps, de manière expérientielle, que vous pouvez survivre à la désapprobation. Et c'est une leçon que nulle théorie ne peut remplacer. C'est la première fissure dans le mur de la prison de la bonté. La dynamique narcissique est experte dans l'art de maintenir cette prison. Elle ne se contente pas d'exploiter la culpabilité que vous ressentez déjà, elle la cultive. Elle la sème et l'arrose. Une personne avec des traits narcissiques prononcés a une capacité hors du commun à se positionner comme la victime de vos limites. Votre besoin d'espace devient une preuve de votre froideur. Votre refus de participer à un drame devient un abandon. Votre désir de parler de vos propres sentiments est retourné contre vous comme une preuve de votre égoïsme. Tout doit toujours tourner autour de toi. Cette technique de retournement est au cœur du gaslighting. Elle ne vise pas seulement à vous faire douter d'un événement, mais à vous faire douter de la légitimité même de vos besoins. Après des mois ou des années dans une telle dynamique, le simple fait d'avoir un besoin personnel commence à générer de la culpabilité. Vous vous excusez avant même de demander quelque chose. Je suis désolé de te déranger, mais est-ce que tu pourrais... Vous avez intégré l'idée que votre existence même, avec ses besoins et ses limites, est un fardeau pour les autres. Le canal de la culpabilité est alors grand ouvert. L'autre n'a plus besoin de faire grand-chose. Son propre système de croyance, qui veut que le monde tourne autour de lui et que les autres sont des extensions de ses besoins, s'emboîte parfaitement avec le vôtre, qui dit que votre valeur dépend de votre capacité à satisfaire les besoins des autres. C'est un emboîtement tragique, une serrure et une clé qui semblent faites l'une pour l'autre. Le problème, c'est que cette clé ne déverrouille pas l'amour. Elle déverrouille l'accès. L'accès à votre énergie, à votre temps, à votre validation, à votre capacité à réguler les émotions que l'autre ne veut ou ne peut pas gérer lui-même. Vous devenez un régulateur émotionnel externe. Quand il est anxieux, vous le calmez. Quand il est en colère, vous absorbez. Quand il se sent vide, vous remplissez. Et la culpabilité est le mécanisme qui vous assure de ne jamais quitter votre poste. Sortir de ce rôle, c'est accepter une période de sevrage intense. Un sevrage non pas de la personne, mais du rôle de sauveur, de gentille personne. C'est un sevrage de la validation que ce rôle vous apportait, même si c'était une validation toxique. Car il faut être honnête, une partie de vous, la persona, aimait être celle qui comprend, celle qui est indispensable. C'est une autre facette de l'ombre, le besoin de reconnaissance caché derrière le sacrifice. L'ombre de l'empathe n'est pas seulement la colère et l'égoïsme, c'est aussi un désir de pouvoir et d'importance obtenu par la bonté. Reconnaître cela est douloureux. Cela signifie que vous n'étiez pas une pure victime passive. Vous étiez un participant actif dans une danse, même si vous n'en connaissiez pas les pas. Vous aviez un bénéfice secondaire à rester dans ce rôle. Peut-être que cela vous évitait de vous occuper de votre propre vie, de vos propres peurs, de votre propre vide. Tant que vous étiez occupé à sauver l'autre, vous n'aviez pas à vous sauver vous-même. La culpabilité est donc une émotion complexe. Elle est à la fois l'arme de l'autre et le symptôme de votre propre conflit intérieur. Elle est le signal que vous touchez à la frontière de votre persona, à la limite de ce que vous vous autorisez à être. C'est pourquoi la fuir ou la combattre de front est inutile. La seule voie est de l'accueillir comme une information. Quand la vague de culpabilité monte, au lieu de vous dire « je suis une mauvaise personne », essayez de vous demander « quelle règle non dite ai-je l'impression d'avoir enfreinte ? De quoi ai-je peur en ce moment ? D'être abandonné ? D'être jugé ? De ne plus être aimé ? Quelle partie de moi, quelle partie de mon ombre est-ce que je viens de toucher du doigt ? Ce simple changement de perspective transforme la culpabilité. D'un bourreau, elle devient un messager. Un messager un peu brutal, certes, mais un messager qui vous apporte une information cruciale sur votre propre monde intérieur. Il vous dit où se trouvent les murs de votre prison. Et une fois que vous voyez les murs, vous pouvez commencer à chercher la porte. La porte n'est pas dans l'autre. Elle n'est pas dans le fait de le convaincre ou de le changer.
La porte est dans votre capacité à rester debout, au milieu de l'inconfort de la culpabilité, et à vous choisir quand même. Non pas par haine de l'autre, mais par amour pour votre propre intégrité. Le véritable test, la véritable épreuve, n'arrive jamais lorsque vous êtes fort et décidé. Elle n'arrive pas en plein jour, lorsque vous venez de lire un livre sur les limites et que vous vous sentez plein de ressources. Non. L'épreuve arrive un mardi soir, à 22h30. Vous êtes fatigué. La journée a été longue. Vous avez enfin réussi à calmer le flot de vos pensées et vous vous préparez à dormir, avec un sentiment fragile de paix. C'est à ce moment précis que votre téléphone vibre sur la table de nuit. Une seule notification. Le nom de cette personne. Votre cœur fait un bond. Pas un bond de joie, un bond de vigilance, comme un animal qui entend une branche craquer dans la forêt. Vous vous êtes promis de ne plus regarder. Vous vous êtes promis de ne plus vous laisser happer. Mais la compulsion est plus forte. Vous prenez le téléphone. Le message est court, il n'est pas agressif, il n'est pas exigeant. Il est pire, il est vulnérable. Je suis désolé de te déranger si tard. Je passe un moment vraiment difficile. Je n'arrête pas de penser à toi. Tu es la seule personne qui ait jamais vraiment compris. Et là, tout votre château de cartes de résolution s'effondre. Chaque mot est calibré pour toucher une corde précise. Difficile, active votre instinct de sauveur. Penser à toi active le besoin de vous sentir spécial et important. La seule personne qui ait jamais compris est le coup de grâce. C'est la validation ultime de votre rôle, de votre persona. Vous n'êtes pas juste une personne gentille, vous êtes l'unique, l'indispensable. Votre corps réagit avant votre esprit. La chaleur monte à vos joues. L'adrénaline de la mission commence à pomper. La fatigue a disparu, remplacée par une hyper-vigilance. Vos doigts planent au-dessus de l'écran. L'ancien programme hurle ses instructions. Réponds, rassure, prouve que tu es bien cette personne exceptionnelle. Dis-lui que tu es là. Demande-lui ce qui ne va pas. Propose d'appeler. C'est un automatisme si profondément ancré qu'il ressemble à un réflexe de survie. Ne pas répondre, c'est laisser quelqu'un en détresse. C'est faillir à votre mission sacrée. C'est devenir le monstre de votre ombre. La personne qui voit la souffrance et s'en détourne. Et la culpabilité est déjà là, préventive. Elle vous dit « Si tu ne réponds pas et que quelque chose de mal lui arrive, ce sera de ta faute. » C'est l'argument ultime, le chantage atomique. Mais cette fois, quelque chose est différent. Vous avez fait du chemin. Vous avez appris à reconnaître le goût de ce cocktail émotionnel. Vous sentez le crochet. Vous sentez l'hameçon dans votre chair. Alors, vous faites la chose la plus difficile au monde. Vous ne faites rien. Vous posez le téléphone. Et l'enfer se déchaîne, à l'intérieur de vous. C'est une tempête. La culpabilité n'est plus une vague, c'est un tsunami. Des images vous traversent l'esprit. La personne, seule, en pleurs, abandonnée de tous, à cause de vous. Votre cerveau construit des scénarios catastrophes. Vous êtes un monstre, un égoïste sans cœur. Après tout ce qu'il ou elle a pu faire pour vous, et votre esprit, sélectif, ne se souvient que des rares bons moments, voilà comment vous le remerciez. La tension dans votre corps est à son comble. Vous avez envie de crier. Vous avez envie de jeter le téléphone contre le mur. Vous avez surtout envie de le reprendre et d'écrire le message qui mettra fin à cette torture. Je suis là. 2 mots. 2 mots pour que la paix revienne. Une paix fausse, mais une paix quand même. Vous ne dormez pas de la nuit. Vous vous tournez et vous vous retournez, en guerre contre vous-même. Une partie de vous sait que c'est un test, que céder serait anéantir tous vos progrès. L'autre partie est convaincue que vous êtes en train de commettre une erreur morale impardonnable. Le lendemain matin, vous êtes épuisé, les yeux cernés. Vous regardez le téléphone. Le message est toujours là, lu. Pas de deuxième message de sa part, juste le silence. Un silence qui pèse une tonne. L'ancien vous aurait déjà envoyé 3 messages de relance, pleins d'excuses et d'inquiétudes. Le nouveau vous
Ou plutôt celui qui essaie de naître hésite. Puis il prend une décision. Il écrit une réponse. Mais ce n'est pas l'ancienne réponse. C'est une réponse nouvelle. J'ai vu ton message. Je suis désolé que tu traverses une période difficile. J'espère que les choses s'amélioreront pour toi. C'est tout. C'est court. C'est empathique. Mais ce n'est pas une invitation. C'est une porte fermée poliment. Ce n'est pas un sauvetage. C'est un constat. Vous envoyez le message, le cœur battant. Et vous vous préparez à la suite. La suite, ce peut être de la colère de sa part. C'est tout ce que tu trouves à dire, intensifié ? Je vois, je ne peux vraiment compter sur personne. Ou ce peut être, et c'est souvent le cas, un silence. Car vous n'avez pas donné ce qui était attendu. Vous n'avez pas fourni la dose de validation, d'attention, de drame. Le jeu ne peut pas continuer. Et la culpabilité ? Elle est encore là. Elle ne disparaît pas par magie. Mais elle est différente. Elle est mêlée à autre chose. Une pointe de fierté, un souffle de soulagement, une sensation d'espace qui s'ouvre. Vous avez tenu bon. Vous avez survécu à la nuit. Vous n'êtes pas mort. La personne en face n'est probablement pas morte non plus. Vous avez simplement cessé d'être son gilet de sauvetage, et vous l'avez forcé, peut-être pour la première fois, à faire face à sa propre noyade, ou à chercher un autre sauveteur. Cet instant, ce choix fait à 22h30, est un acte d'individuation. C'est le moment où vous commencez à vous différencier de la dynamique, à exister en dehors du rôle qu'elle vous a assigné. Chaque fois que vous traversez une telle épreuve et que vous ne cédez pas, vous renforcez un nouveau chemin neuronal. Vous apprenez à votre système nerveux que la culpabilité n'est pas un signal de mort imminente. C'est juste un sentiment inconfortable, mais passager. Et de l'autre côté de cet inconfort, il n'y a pas la mort. Il y a votre vie qui vous attend. Le corps, après des années passées dans une dynamique où la culpabilité était le principal levier, garde la mémoire de la tension. Même lorsque la relation est terminée ou que vous avez commencé à poser des limites, votre système nerveux reste en état d'alerte. Il a été programmé pour anticiper le prochain cycle de tension, explosion, réconciliation. Le calme, au début, n'est pas vécu comme la paix. Il est vécu comme le silence angoissant avant l'orage. Vous vous surprenez à vérifier votre téléphone, non pas avec espoir, mais avec appréhension. Vous surinterprétez le silence de vos proches. Si quelqu'un ne répond pas immédiatement, une partie de vous pense « Qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai vexé ». Votre corps est habitué à être la cause des états émotionnels des autres. Il ne sait pas encore fonctionner dans un monde où les gens sont responsables de leurs propres émotions. Le retour à un état de sécurité intérieure est un processus lent. Il passe par des expériences répétées où le calme n'est pas suivi d'une catastrophe. Il passe par le fait de s'autoriser à ressentir du plaisir sans culpabilité. Il passe par le fait de remarquer les moments où votre corps se détend, où votre respiration s'allonge, et de les savourer consciemment. C'est un réapprentissage. Votre corps apprend qu'il n'a plus besoin de scanner l'horizon en permanence, qu'il peut poser les armes. Pendant ce processus, l'ancien rôle vous appellera. Il ne viendra pas seulement de l'extérieur, il viendra de l'intérieur. C'est la voix de votre persona, qui se sent menacée de disparaître. Tu deviens froid et égoïste, ce n'est pas toi. Tu étais quelqu'un de bien avant. Cette voix peut être très convaincante, car elle utilise vos propres valeurs contre vous. Elle vous fait douter de votre nouvelle direction. Est-ce que se protéger, c'est vraiment devenir une mauvaise personne ? C'est là qu'il est crucial de redéfinir les mots. La bonté sans limite n'est pas de la bonté, c'est de l'auto-abandon. La disponibilité constante n'est pas de l'amour, c'est une absence de frontières. Comprendre tout le monde et tout excuser n'est pas de la maturité, c'est parfois une peur du conflit. La nouvelle identité qui émerge n'est pas celle d'un monstre froid, c'est celle d'une personne sensible, mais avec une structure. Une personne capable d'empathie, mais qui sait où elle s'arrête et où l'autre commence. Une personne qui peut aimer profondément
sans pour autant porter la responsabilité du bonheur ou du malheur de l'autre. Votre gentillesse ne disparaît pas. Elle devient plus précieuse, car elle n'est plus distribuée à tout vent. Elle devient un choix conscient, offert à ceux qui la respectent, y compris à vous-même. La culpabilité, dans ce nouveau paradigme, change de fonction. Elle n'est plus le signal d'une faute morale qui exige une réparation immédiate. Elle devient un simple indicateur. Un peu comme la jauge d'essence dans une voiture. Quand elle s'allume, vous ne paniquez pas. Vous prenez note, ah, je suis en train de toucher à une vieille blessure. Je suis en train de défier un ancien interdit. Et au lieu de vous précipiter pour faire le plein de validation extérieure, vous vous tournez vers l'intérieur et vous vous donnez ce dont vous avez besoin. De la douceur, de la patience et la permission de continuer sur votre chemin. La rencontre avec l'ombre, initiée par la dynamique toxique, se transforme alors en une intégration. Vous ne détruisez pas votre ombre. Vous ne la laissez pas non plus prendre le contrôle. Vous lui donnez une place à la table. Vous reconnaissez que vous avez, vous aussi, le droit d'être fatigué, en colère, de ne pas avoir envie. Vous acceptez votre humanité complète, avec ses parts de lumière et ses parts d'ombre. Et c'est là que réside la véritable liberté. Ce n'est pas la disparition de l'autre qui vous libère. C'est la fin de la guerre civile à l'intérieur de vous. C'est lorsque la culpabilité n'est plus une chaîne qui vous ramène dans la cellule, mais simplement une vieille chanson triste qui passe parfois à la radio. Une chanson que vous pouvez écouter un instant, avant de changer de station et de choisir la musique de votre propre vie. Vous n'avez pas besoin de ne plus jamais ressentir de culpabilité. Vous avez juste besoin qu'elle ne soit plus aux commandes. Et ce pouvoir, personne ne peut vous le prendre, car il a toujours été en vous. Il attendait juste que vous cessiez d'avoir peur de votre propre force.